Salut, je suis Jérôme Badi, je suis le directeur Brand Content de Values et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de VCast, le podcast média de Values. S'il est un phénomène qui fait parler et stimule la créativité des producteurs professionnels, comme des kidams, c'est le podcast. Et pourtant, s'il ne s'agit que d'un enregistrement audio mis sur le net et dont les contenus reprennent les codes que l'on connaît depuis un siècle en radio, l'interview, la fiction, le récit, l'analyse, on peut vraiment parler d'un phénomène ou même d'une tendance. Mais est-ce une tendance de fond ou simplement un effet de mode? Et pour le comprendre, je reçois Joël Ronez, je suis président et cofondateur de Binge Audio. Bonjour Joël. Bonjour. Première question, est-ce que toi tu dirais que c'est une tendance ou simplement un effet de mode? Et finalement, pourquoi tu as créé Binge Audio en 2016, je crois? Alors, ça a commencé à partir de 2014, les premiers travaux préparatoires. 2015, une préfiguration sous la forme de premiers talks que je produisais tout seul. Et à partir de 2016, je me suis associé avec d'abord mon associé Gabriel Boer-Richard, qui, elle, on va dire, complétait l'équipe en prenant en charge toute la partie financière, gestion d'un point de vue stratégique. Et puis enfin, le trio d'associés fondateurs s'est complété avec David Carzon, qui est arrivé quelques mois plus tard pour prendre en charge la direction de la rédaction. Alors je dirais, je suis un peu la mauvaise personne à qui demander si c'est un effet de mode, parce que tu doutes bien de ma réponse. Mais en l'occurrence, il y a... Comment dirais-je, moi j'ai connu Internet en même temps que mes premiers pas professionnels et à chaque fois, toutes les vagues, les nouveautés qu'il y a eu, à chaque fois on s'est posé les mêmes questions et à chaque fois la réponse évidemment était la même, c'est-à-dire qu'en fait les évolutions numériques qui se produisent sont des tendances de fond, elles sont pérennes et elles ne sont pas là uniquement pour basculer en fait entre guillemets une industrie, par exemple celle de la radio, vers le numérique, en l'occurrence le podcast. C'est plus compliqué que ça. La radio elle-même est numérique. Moi, je me suis occupé à Radio France jusqu'en 2014, la diffusion de la stratégie numérique. Et donc, on avait des sites, on avait des podcasts, on avait de la vidéo, on était intermédiaire, on était dans un monde, on va dire, qui était beaucoup plus technologique, beaucoup plus complexe, qui intégrait la dimension sociale par rapport à il y a 50 ans ou même 30, où on avait des émetteurs hertziens avec des gens qui recevaient des programmes. Donc, effectivement, on pourrait dire que ça arrive, c'est étonnant, ça arrive un peu tard par rapport à la numérisation de la musique qui a eu lieu il y a plus de 15 ans, la numérisation de la télévision, de la fiction, du cinéma qui se produit ça et là et qui est également durable. Enfin, je veux dire, Netflix aujourd'hui, alors toujours pareil, chez les moins de 35 ans, représente des taux de consommation qui sont supérieurs, enfin des temps moyens de consommation supérieurs à la télévision. Et ça a été la même chose sur la presse écrite. Enfin, je veux dire, on a connu ça. Et ben maintenant, c'est la radio. Ce vieux média qui a plus de 80 ans, qui vient tout doucement se fracasser à petite vitesse contre le mur du numérique, mais elle va en ressortir transformée. À la fois, la radio, elle fait partie de cette transformation, que ce soit les grandes radios hertziennes, les radios FM, les offres numériques, web radio, etc. La radio linéaire, elle est depuis longtemps non linéaire, et c'est la même chose, en fait, le podcast participe à cet émiettement du marché de l'audio, cette complexification, mais également aussi cette amélioration, cette optimisation, puisque la différence, qui est un peu l'autre question que tu posais par rapport à la radio, le podcast, c'est qu'il y a un point fondamental qui le différencie. La forme, on a dit, c'est l'interview, du documentaire, de la fiction, des news, tout ce que tu veux, du talk, les tables rondes critiques. Enfin, je veux dire, de ce point de vue-là, on n'a rien inventé, mais la différence, c'est que on est dans un format à la demande. Et ça, en fait, ça structure beaucoup la façon de concevoir, la façon évidemment d'éditer, de diffuser. Et deuxième différence qu'il y a, qui est très importante, c'est qu'on s'adresse à un public qui a majoritairement de moins de 35 ans, qui est, alors, entre guillemets, il est sur le podcast aussi parce qu'il n'est pas bien représenté dans les grandes radios, mais de manière générale dans les grands médias d'héritage. C'est-à-dire que l'âge moyen des auditeurs de radio, c'est 55-65 ans, sauf quelques radios FM jeunes, en fait, pour qui c'est 35 ans. La télévision, c'est la même chose. L'âge moyen aussi des abonnés de presse écrite, c'est aussi 60-65 ans. Nous, à Binge,
80% des gens ont moins de 35 ans, et je dirais que c'était aussi une des ambitions, c'était de leur parler avec un format audio, on estimait qu'il y avait de la place pour de la longueur, pour de la complexité, pour de la densité, mais avec des référentiels culturels, une façon de faire, des formats, une nouvelle façon aussi de raconter des histoires, du storytelling, etc., qui s'adresse à ce public-là. Est-ce que tu peux nous donner une vision un peu internationale? C'est-à-dire, je crois que le podcast est très présent, notamment aux États-Unis. Est-ce que tu as quelques données ou quelques chiffres qui confirment effectivement cette... alors du coup, pas cette tendance, mais disons ce phénomène du podcast et cette arrivée de ce format? Oui, alors en fait, bon, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que on a commencé à parler du podcast à partir de 2013, quand Serial est devenu un phénomène mondial. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en fait que une offre de radio à la demande qui n'était pas préalablement diffusée de manière hertzienne pouvait atteindre en fait des publics très larges et avec des taux d'engagement qui étaient importants. Et jusque-là, en fait, l'audio à la demande était réservé plutôt au rattrapage, à la catch-up, ou plutôt à des formats un peu comme des blogs, c'est-à-dire un sous-genre. Là, c'est devenu un genre massif mainstream. Donc ça date de 2013-14. Alors, dans un pays, les États-Unis, qui est très différent de la France en termes de marché de la radio, bien évidemment. Donc c'est compliqué de comparer. En France, c'est un des seuls pays au monde où la catch-up représente en fait une proportion prépondérante en fait de la consommation d'audio, parce qu'on a un réseau public, mais également des réseaux privés de très bonne qualité en termes de radio parlée. On a des contenus de fond, on a des contenus, on va dire, de talk, on a des contenus musicaux, mais si vous prenez par exemple une radio comme France Culture, il n'y a pas d'équivalent dans le monde, et c'est aussi pour ça qu'elle marche aussi bien sur le podcast. Et aux États-Unis, on n'a pas ça. On a quelques radios de qualité locale qui sont fédérées au sein de la NPR, National Public Radio, qui n'est pas la radio publique américaine, contrairement à ce qu'on pense. C'est une fédération qui syndique des programmes entre eux. En France, je dirais que depuis 2004, où Radio France a mis en ligne ses podcasts, le marché n'a cessé de progresser de manière lente et résolue, comme la catch-up en télévision, et puis jusqu'à ce que effectivement des auteurs, des producteurs, des talents de manière générale s'emparent de ce format pour produire des contenus. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu depuis 10 ans, il y avait des fictions, il y avait des sagas MP3, on appelait ça. Il y a eu ensuite des talks, pop culture. Il y avait Arte Radio qui date quand même, c'est 15 ans. Le paysage mondial, il est majoritairement dominé par le marché américain et anglo-saxon de manière générale, avec là pour le coup beaucoup d'argent qui est investi. D'abord, le marché publicitaire progresse de manière importante, avec des taux de progression à chaque fois de chiffres, avec des acquisitions. Par exemple, Spotify achète en exclusivité le podcast d'Amy Schumer pour 1 million, de Joe Rogan pour 100 millions. C'est-à-dire qu'en fait, ça représente des sommes qui sont quand même importantes. Produit les contenus justement avec Michelle Obama, etc. A racheté Stitcher. Il y a des levées de fonds importantes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un marché qui est pour le coup mainstream, avec un pourcentage de la population qui consomme du podcast de manière hebdomadaire ou quotidienne qui est important. En France, en fait, on suit ce marché. On va dire que c'est 10% des internautes en 2019, d'après les chiffres Médiamétrie, qui écoutent un podcast 2 à 3 fois par mois. C'est-à-dire que c'est plus 48% par rapport à l'an dernier. Ça, c'est pour 10%, c'est les podcasts natifs, parce que 26%, c'est pour le replay. Donc, et là-dedans, effectivement, la grande majorité a moins de 35 ans. C'est un secteur qui progresse de manière assez durable et résolue, quoi. On a d'autres marchés importants en Europe, outre l'Angleterre, dans lequel, en fait, par exemple, la BBC n'a pas la place prépondérante de Radio France en France. Il y a l'Allemagne aussi, qui a un marché très important, dans lequel notamment, on va dire qu'un marché en voie de maturité. C'est encore un peu tôt. On est toujours dans des phases de développement, mais avec des chiffres significatifs qui permettent, je dirais, du vrai business, quoi. On va s'intéresser quand même aux natifs, c'est-à-dire au format pensé spécifiquement pour le podcast. Est-ce que tu peux nous dire brièvement comment on fabrique un podcast, comment chez Binge Audio vous fabriquez des podcasts? Il y a des journalistes, tu en parlais, et pas seulement des producteurs, c'est ça que je veux dire. Est-ce que vous faites appel à des journalistes indépendants? Qu'est-ce qui vous donne des idées de nouveaux podcasts? Parce que évidemment, il y a une question de la différenciation dans tout ça, parce que l'offre commence à être très importante. Voilà, donne-nous un petit peu les coulisses de la
fabrication des bons podcasts de Binge? Comment ça marche? On a une rédaction. Pendant des années, au début, on faisait beaucoup de programmes avec des pigistes et des intermittents. Aujourd'hui, on a une rédaction permanente qui est dirigée par David Carzon, dans lequel on a 7 journalistes au total, dont lui-même, avec 2 ou 3 journalistes qui sont à l'antenne, notamment, qui animent des podcasts, et puis 3-4 journalistes qui sont productrices, je dis productrices, c'est des femmes, et qui, elles, sont ce que les Américains appellent producteurs, c'est-à-dire en fait qui se chargent de la production des contenus en lien avec la réalisation et l'auteur ou autrice, et les différentes contraintes, que ce soit budgétaires ou de planning, et qui s'assurent un peu de la garantie de bonne fin du programme, qui font ping-pong avec l'auteur, qui font en sorte effectivement que le programme soit produit dans des bonnes conditions. Ensuite, on a une équipe un pôle donc de production technique avec des ingé sons et réalisateurs. Ils sont 3, dont une personne en contrat d'alternance, mais on fait appel là-dessus beaucoup à des pigistes aussi, enfin des intermittents, donc des réals intermittents. Et j'ajoute qu'on a un pôle commercial avec 4 producteurs, productrices. Quelles sont les raisons finalement de ce succès? Et question subsidiaire, est-ce que tu penses qu'il va falloir travailler des évolutions en termes d'expérience sonore? On a notamment vos petits camarades de Bababam qui travaillent un petit peu là-dessus, qui ont notamment un format qui travaille autour de ça, c'est-à-dire vraiment l'expérience sonore. Est-ce que tu penses qu'on va vers une complexification, ou en tout cas une expérience sonore plus élaborée pour justement retenir les gens? En fait, notre conviction, c'est que ce qui retient les gens, avant tout, c'est un certain nombre de choses. Il y a quelques recettes bien connues, c'est-à-dire l'incarnation. Il y a des choses qui sont liées à la voix, à l'écriture aussi, à la façon, je dirais, d'amener les gens dans son sujet. Mais c'est avant tout une bonne histoire. C'est-à-dire, l'audio est comparable quelque part à de la lecture. C'est-à-dire que vous pouvez lire du long, que ce soit les jeunes notamment, n'ont jamais lu autant ou consommer de séries longues. Je veux dire, moi, j'ai une fille de 16 ans, elle regarde des dizaines d'heures sur Netflix d'affilée, parce que c'est bien fait, parce que en fait, il y a une dimension importante que maîtrisent parfaitement les Américains. C'est pour ça que le podcast aussi est né chez eux de ce point de vue-là. C'est le storytelling, c'est la façon de construire en fait une histoire, c'est la façon d'incarner, c'est la façon aussi de sélectionner les éléments pour garder que l'essentiel et garder un fil rouge. Et en ce sens, on se différencie beaucoup de la radio, qui souvent a une écriture qui est beaucoup plus impressionniste, qui parfois justement travaille sur cette dimension peut-être sensorielle ou immersive que nous, personnellement, à Binge Audio, on travaille pas de cette manière. On est plutôt adepte de la ligne claire. On s'oppose un peu pour des raisons simples de culture, mais aussi d'économie. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites des mixages en binaural, des mixages complexes en stéréo avec des multiples couches, etc., c'est plus de temps de post-production. Donc, on a tendance à être plutôt adepte de la ligne claire et de chaque élément qui est à l'intérieur du programme doit être justifié. C'est une culture qui était justement celle du maximum d'informations avec le minimum d'encombrement, celle de la densité, celle de la concision, sans laquelle je pense qu'il n'y a pas de bon contenu. Alors après, chacun occupe ce marché avec son identité et sa stratégie. Ce que je veux dire, c'est que et puis par ailleurs, on s'interdira pas de proposer des expériences immersives. Aujourd'hui, nous, le point qu'on travaille le plus, c'est d'abord l'écriture. D'accord, donc on a donc du contenu d'abord, une forme qu'on va dire soignée, si c'est pas une expérience complètement incroyable, mais on a bien compris la ligne claire, qui définit ce que vous faites. Une audience, puisque effectivement tu nous disais, les fortes audiences, et en tout cas une audience vraiment en augmentation. Bon, finalement, comment on finance tout ça? Et je dis ça parce que en tant que fidèle de ce format du podcast, j'entends quand même pas beaucoup d'annonceurs. C'est quoi le modèle aujourd'hui pour financer tout ça? Parce qu'on se doute bien que même si c'est pas créer un film, et tu parlais quand même de montants très importants, notamment par les plateformes, mais pour un producteur de contenu comme Binge Audio, comment on finance tout ça? Ça se finance, comme tous les médias, qui sont gourmands en investissement, forcément par du capital. Donc ça veut dire avoir une capacité d'une part de générer des recettes et de rendre ça évidemment pérenne dans le temps, voire scalable, et avoir des investisseurs qui sont capables effectivement aussi d'investir. En 2016, on a fait une levée de fonds auprès de Business Angels
pour un montant de 80 000 € avec un crowdfunding qui nous a permis juste de démarrer. On était 3, on a acheté trois matériels, puis on a commencé comme ça. Puis on a développé petit à petit avec l'activité, mais à l'époque, on savait que c'était de l'activité un peu early stage, c'est-à-dire qu'on démarrait avec ce qu'on avait sous la main, et en attendant que le marché soit mûr, on apprenait. Donc on vendait ce que les gens voulaient bien nous acheter. Donc on a vendu de la pub, on a vendu du talk, on a vendu de l'événement, on a vendu de la formation, on vend de la production tierce, on vend de la pub, on a tout vendu. Effectivement, en 2018, avec l'arrivée des Échos et du Parisien au capital, ça nous a permis du coup de pouvoir franchir une marche supplémentaire et de pouvoir développer une stratégie en s'inscrivant un peu plus dans la durée, sur 3 ans, ce qu'on a fait. Là, on a des échéances à nouveau pour se projeter sur la suite, puisque de 10, si le marché va passer d'ici 5 ans à 50% des internautes, il faudra bien aller les chercher et progresser plus vite que le marché pour gagner cette position. Alors maintenant, quels sont nos revenus ? Alors pareil, il faut être capable de développer des revenus qui nous permettent aussi d'attendre que certaines parties de ces revenus soient sur un marché mûr. Par exemple, la publicité, on progresse chaque année de manière importante, mais ça suppose une chaîne industrielle qui soit coordonnée, dans lequel on a les annonceurs, on a les agences, on a les agences médias, les agences de com, publicité, les influenceurs divers et variés, les régies, tout ce que vous avez sur le marché de la publicité, qui à la fois comprennent ce qu'on fait et soient capables de le recommander de manière efficace. Ça suppose d'avoir par exemple aussi des métriques qu'on peut partager. C'est-à-dire, ça fait que depuis le mois de juin que la CPM certifie les audiences en site-centric. Je veux dire, sous ça nous a pris un peu de temps. Et ça va encore progresser. Donc aujourd'hui, les fondamentaux de Binge Audio, c'est à 65%, nos revenus proviennent de la production pour des tiers, c'est-à-dire des plateformes comme Deezer. Alors, on a travaillé avec eux en 2017. Spotify, on travaille en ce moment avec eux. Sibel, on a fait plusieurs productions pour eux, que ce soit en fiction ou en documentaire. Les marques, on a travaillé pour Nestlé, on travaille pour on a sorti un programme en collaboration avec le ministère du Développement durable et la transition écologique. On travaille avec, ça, on fait à la fois du brand, de la production en marque blanche et de la production pour des plateformes. Et ça, c'est à peu près 65% de notre activité. D'ici 3 ans, ça va en proportion, évidemment, passer plutôt à 30%, un tiers, un gros tiers. Ensuite, on a la pub qui fait 15% et qui va doubler en proportion d'ici 3 ans, avec un taux de remplissage qui est aujourd'hui, notamment par exemple sur la fin d'année, qui est assez élevé. On a des podcasts sur lesquels on n'a pas de place, par exemple. Et enfin, les 20% qui restent, c'est du revenu payant. C'est-à-dire que là, c'est des produits de licence qu'on fait, donc soit à l'édition des livres adaptés de nos podcasts, en édition ou coédition. Les couilles sur la table, aujourd'hui, c'est 50 000 exemplaires en tirage. On vient de faire un 4e retirage. Des jeux, des événements aussi, payants. Et là, ce qui est important, c'est que on a un taux de transformation, parce qu'on a travaillé beaucoup la façon dont les gens sont engagés sur le programme, dans la façon dont aussi on tient les promesses et on fait en sorte justement de tenir cette promesse de la densité. Quand 80% de la durée moyenne du programme est consommée, c'est-à-dire que quand vous regardez les courbes entre le début et la fin, certains programmes par exemple, vous avez jusqu'à 4, on est chez nous, c'est 85% des gens qui restent jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on a très peu de déperdition. Effectivement, c'est ce que j'allais te demander, mais tu as répondu, c'est-à-dire que on pourrait craindre un certain embouteillage et surtout quand des marques veulent créer des podcasts, de trouver des bonnes raisons de les écouter, mais certainement une des bonnes raisons que tu viens d'évoquer, c'est finalement d'avoir un éditeur qui soit solide et qui soit capable d'attirer des audiences et surtout une espèce de gage de qualité dans ce qu'on va écouter, même quand il s'agit de brand content ou même quand il s'agit effectivement de produits en partenariat. Enfin, je rebondis là-dessus, Jérôme. C'est-à-dire que la différence au Binge Audio, c'est que on a des capacités créatives, que ce soit dans la rédaction, nos messages publicitaires, etc. Justement, tu disais tout à l'heure, il y en a peu, va écouter les podcasts Binge Audio, il y a de la pub partout en ce moment, et quand il n'y a pas de pub, on met de l'auto-promo, parce que justement, on a ce taux de transformation, donc ça nous permet de progresser. On a une capacité créative dans la rédaction de nos messages, dans la production de nos contenus de brand. C'est-à-dire, les gens viennent nous chercher parce qu'il y a un moteur de créativité chez nous. Il y a des talents. Mais au-delà de ça,
c'est qu'on est un média. Donc en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a des audiences. Et des audiences, j'en parlais tout à l'heure, qui sont fidélisées à nos programmes. Qui sont, quand les gens rentrent sur un programme, qui s'abonnent, en fait, ils restent, ils partent plus. Qui sont engagés autour d'un programme. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable, quand on produit un contenu, alors évidemment, toujours pareil, quand on produit un contenu en partenariat avec une marque, un annonceur, soit on a la liberté créative de pouvoir le fabriquer dans le sens où nous, on travaille dans l'intérêt de l'auditeur et de l'auditrice toujours. Il y a une marque qui a quelque chose à faire passer, on va évaluer ce message et sa compatibilité avec notre marque de média, et ensuite on lui dit laissez-nous faire. Si jamais elle veut procéder, à ce moment-là on passe en marque blanche, et puis à ce moment-là on s'occupe de l'aider à le diffuser, mais parce qu'elle a une idée précise de ce qu'elle veut faire, et pas de problème. Et en fait, nous on a des audiences. Et là, on a cette culture-là. Et donc, ce qu'on diffuse, pour le coup, aujourd'hui, les objectifs des clients sont remplis quand on travaille ensemble, parce que justement, on va amener le programme vers un public. Et effectivement, on va aussi proposer la médiatisation, on va proposer en fait quelque chose de complet. Le contrat, en fait, avec la marque, mais ne marche que s'il suit avec l'auditeur est rempli. Ça suppose que la marque qui vient sur ce format comprennent que il y a une manière de faire et que si c'est pour enfiler les perles et les lieux communs, ça servira à rien. Exactement, et c'est surtout la clé effectivement du brand content en partenariat avec un média quel qu'il soit, c'est effectivement de laisser faire confiance en réalité aux médias pour venir apporter ce pourquoi on vient le voir, et donc évidemment travailler dans cette confiance là. Peut-être une dernière question un peu peut-être un peu hasardeuse, mais d'après toi, c'est quoi la prochaine révolution dans les formats? Ou est-ce que tu penses que, y compris dans le podcast, il va y avoir un saut encore? Et d'ailleurs, ça me fait penser, pourquoi je te pose aussi cette question, c'est parce qu'il y a eu plein de moments dans ce que tu as dit où en fait ça fait penser au vocabulaire des startups et de la tech en fait, et c'est assez amusant en fait, le côté scalable, enfin voilà, dans la façon de même de penser le financement, etc. Ça ressemble beaucoup à des choses qu'on entend et qu'on peut lire sur la tech. Mais donc c'est quoi la prochaine révolution, puisqu'on est tout le temps en train de faire évoluer les formats et les modes même de distribution? Alors effectivement, notamment, tu fais référence à l'histoire de la scalabilité. Bon, c'est valable dans tous les business d'une manière générale. On est une entreprise de médias privée, on se finance par ce qu'on arrive à vendre sur le marché, principalement notre talent et nos audiences. Et donc ça, c'est la poule et l'œuf, hein, l'un et l'autre se répondent. Et surtout sur un secteur qui est le seul secteur culturel dans lequel il n'y a pas d'aide d'une manière ou d'une autre. Il y a, si vous voulez, en édition, en cinéma, même les youtubeurs aujourd'hui en fait ont un système d'aide à la création. Bon, aujourd'hui en fait tout ce qui est créé est financé directement par les entreprises et les plateformes ou les marques. Je précise que dans les critères des startups, ils vont nous trouver faiblement scalables. Faut dire ce qui est. Ça coûte cher de posséder les contenus, de détenir des droits, de développer des talents. Nous, on est comme une maison de disques quelque part. On développe des talents. Donc forcément, c'est scalable à partir du moment où vous atteignez un certain niveau. Par contre, dans les 3 premières années, votre talent, il vous coûte, quoi. Et puis quand il commence à percer en France ou dans le monde entier, du coup, ça devient scalable. Ensuite, les étapes d'après, on va dire que là, ça va s'accélérer parce que pour le coup, justement, on a passé les premières années où la courbe, elle progresse, mais elle est droite. Là, maintenant, elle se creuse, quoi. Je dirais qu'il y a trois grands domaines vers lesquels nous on a besoin de travailler et on sera pas tout seul pour que ce marché progresse. Le premier, c'est la question interprofessionnelle. J'en parle parce que on oublie souvent ça, mais en fait ce marché c'est avant tout justement, il y avait les questions de l'aide à la création, mais il y a des questions réglementaires et législatives, la question des droits de diffusion. On a signé avec la SCAM par exemple, on est en train de négocier avec la SACEM, la SACD. Les droits de diffusion, la question, par exemple, de l'aide à la création, les questions réglementaires, sociales, le statut de l'œuvre, etc. On peut pas faire de business, en tout cas en France, si ce sujet n'est pas partout dans toute l'économie européenne, de manière ou d'une autre, si ce sujet n'est pas clearé. Il y a des questions contractuelles, des questions juridiques, d'une manière ou d'une autre, et nous,
parce qu'on parle tout le temps des créateurs et des talents, et depuis que je travaille dans les médias, depuis 15 ans, à chaque fois, on voit que la partie émergée de l'iceberg, mais on oublie que les succès, c'est aussi les chargés d'administration qui les font, c'est les gens qui préparent les contrats, et notamment dans le numérique, si vous savez pas faire évoluer votre matrice contractuelle et budgétaire, vous pouvez rien faire. Bon, nous, c'est ce qu'on fait. Donc là, on a un travail, c'est du syndicat interprofessionnel, on a créé un syndicat qui s'appelle le PIA, que je préside avec les autres producteurs, c'est la rencontre avec les autres syndicats, que ce soit l'UPC, le SPIL, etc. Enfin, l'ensemble de l'USPA, enfin, les gens qui travaillent dans ce secteur. C'est le gouvernement, c'est le CNC, c'est tout le monde. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, en fait, c'est aussi la question technologique. Dans la distribution, alors, on est à un marché de la distribution où il y a on n'est pas en situation de monopole. En podcast, grosso modo, vous avez un tiers de monde Apple, dans lequel vous avez Apple Podcast, un tiers d'Android, d'appli, de Google Podcast, etc. Puis vous avez un tiers de autres. Vous avez du YouTube, vous avez du Deezer, du Spotify, vous avez tout le reste. Mais il y a une question technologique, c'est-à-dire que ça reste encore le RSS, un vieux format qui a beaucoup de vertus parce qu'il est facile, il est simple, il est grégaire, il est robuste. Mais il manque, à mon avis, il va y avoir plusieurs étapes. La première, c'est qu'il y a besoin de travailler sur une question de taxinomie. Aujourd'hui, en fait, dans les plateformes, on est encore avec des vieilles catégories. Enfin, je veux dire, visiter Apple Podcast aujourd'hui, c'est comme visiter Yahoo en 97, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, c'est un annuaire. Aucune plateforme est capable de proposer une expérience de navigation qui est correcte. Mais il y a une question d'indexation d'abord des contenus, mais également aussi de sémantique, c'est-à-dire de fait de prendre ces corpus-là et d'analyser ce qu'il y a dedans pour pouvoir faire des comparaisons et proposer des choses personnalisées. Et enfin, il y a une question d'algo, c'est-à-dire justement permettre du coup de proposer en fonction des comportements et des données qu'on a ou des consommations, d'autres contenus et pouvoir créer des blocs logiques de contenu pour pouvoir, on va dire, améliorer la découvrabilité. Mais il y a un boulot à faire là-dessus, sur la distribution, qui est un peu ce que dans la musique, par exemple, d'autres éditeurs, d'autres acteurs ont fait, comme les Believe ou les gens comme ça, c'est-à-dire qui ont travaillé à la question de distribution et s'insérer dans la chaîne de valeur. Ça, ce boulot, aujourd'hui, il n'est pas fait. Donc, dans les 10 prochaines années, on va voir des choses intéressantes de ce point de vue-là. Voilà, moi, je pense que c'est les deux grands domaine sur lequel il faudra progresser, quoi. Les deux grands chantiers. Merci beaucoup, Joël. En tous les cas, on retient que il y a encore beaucoup de choses à faire dans le podcast, on est sur un marché vraiment qui augmente tous les ans, qu'il y a une vraie adhésion des jeunes, et ça c'est chouette parce qu'effectivement, pour les médias ont du mal souvent à attirer les jeunes générations avec les médias anciens. Donc là, c'est très enthousiasmant de voir qu'un média, le média du son, comme ça, connaisse une deuxième jeunesse et soit capable de se réinventer et de s'adresser surtout à des publics très différents. Merci beaucoup, Joël. Je t'en prie. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Vcast. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, partager vos commentaires, vos avis et puis nous suggérer des thèmes que vous aimeriez voir traités dans un prochain épisode de Vcast. Vive les podcasts. Ciao.